doit être parti cette fois-ci. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir pour ce nouveau webinaire de notre quinzaine de la transition professionnelle. N'hésitez pas effectivement à cliquer sur Play au centre de la page pour accéder à la salle virtuelle. Vous êtes actuellement 3 inscrits, 3 présents. On va se présenter tout d'abord et ensuite nous démarrons notre webinaire. Je suis Francis Jérôme, directeur général de Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté et suis ravi de pouvoir vous accueillir ce soir. Je passe la parole tout de suite à Bernard Guéringue pour qu'il puisse se présenter. Oui, bonsoir. Bernard Guéringue, je suis le président de Transition Pro et je vais avoir le plaisir de vous parler du dispositif Transition Collective avec Christian qui va se présenter maintenant. Christian Clémencel, je suis trésorier de Transition Pro et j'accompagne mes collègues. Voilà, nous sommes le trio ce soir. Voilà, merci. Et bien, tout de suite, nous allons vous présenter rapidement dans une petite vidéo de 2 minutes les différentes missions de Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté. Ça va permettre éventuellement à quelques retardataires de nous rejoindre. Ils sont 4 actuellement. Et juste après la vidéo, nous vous proposerons notre thème de ce webinaire qui est transition collective, Transco, comme on a l'habitude de l'appeler. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions directement dans le chat. Notre charmante modératrice ce soir, c'est Justine, qui se fera un plaisir d'y répondre ou alors de nous les présenter pour une réponse orale à la fin de ce webinaire. Dans quelques instants, juste après la vidéo. Tu l'as lancé, Francis? On ne la voit pas, nous. Alors, il apparaît que au moins 3 sur 4 des personnes n'ont pas vu la vidéo, d'après les messages du chat. Ce que je vous proposerai, c'est de vous la repasser éventuellement en fin de webinaire, en espérant que ça marchera mieux. Là, nous allons afficher le PowerPoint. J'espère que vous allez le voir. Sinon, je vous conseillerais peut-être de vous reconnecter, de vous déconnecter et de vous reconnecter. Voilà, la première page du PowerPoint est affichée. Est-ce que vous le voyez, messieurs, dames? C'est bon. C'est bon pour nous? Oui, c'est bon pour Alan. J'espère que pour les autres. Oui, c'est bon. Eh bien, voilà. Bernard, Christian, je vous laisse la parole pour cette présentation.
Merci Francis. Donc un tout petit mot d'abord pour retracer un petit peu dans quelles conditions est aujourd'hui Transition Pro depuis l'évolution de la loi en 2018. Comme vous le savez, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a fait évoluer un certain nombre de choses dans le domaine de la formation professionnelle et notamment, pour ce qui nous concerne, a fait évoluer le fonds GESIF qui est devenu Transition Pro. Transition Pro, c'est une association de niveau régional, une association paritaire. Alors, il y en a évidemment une par région, en France et dans les DOM-TOM. C'est une association qui est donc paritaire et qui est gérée par un conseil d'administration organisé autour de 2 collèges, un collège représenté par les salariés, un collège par les employeurs. Et c'est un conseil d'administration qui donc à la fois définit la stratégie de la maison et en même temps tout ce qui concerne son fonctionnement, ses priorités, un certain nombre de décisions qui sont liées aux missions qui sont les nôtres. C'est un CA qui a d'ailleurs mis en place dès le départ un certain nombre de commissions pour pouvoir précisément gérer les dites missions. Évidemment, Transition Pro, c'est d'abord et avant tout un acteur clé des reconversions professionnelles. On est donc dans ce cadre-là en charge du financement d'un certain nombre de dispositifs ou d'interventions sur d'autres. D'abord, bien sûr, le projet de transition professionnelle, puisqu'il appartient à Transition Pro de financer, évidemment, à partir des fonds qui lui sont dévolus par France Compétences, ces projets de transition professionnelle. Il va y avoir un redémarrage d'une expérimentation de financement de la VAE. Alors, on a déjà financé la VAE dans les années 2020-2021. C'était une expérimentation qui s'était arrêtée et qui va reprendre à partir du mois de juin. Donc, Transition Pro va être amené à nouveau à financer les VAE. Et puis, on est dans un autre cadre, parce que là, on n'a pas de financement. Par contre, on est sur un dispositif qui est le dispositif démissionnaire, qui permet au moins de donner un avis sur ces dossiers démissionnaires, après les avoir étudiés et après avoir déterminé s'ils étaient d'un caractère réel et sérieux, ce qui nous permet à ce moment-là de donner un avis positif et ce qui permet à ces dossiers de pouvoir ensuite suivre leur chemin par l'intervention de Pôle emploi et donc les choses continuent dans ce sens-là. Après, on a un autre dispositif qui arrive, mais qui est un peu particulier. Là, on est sur une logique de fonds apportés par l'État, et en particulier dans le cadre du plan de relance, qui est les transitions collectives, et c'est le sujet d'aujourd'hui. On va donc vous présenter ce dispositif transition collective. Juste avant, vous dire que, au-delà des financements de ces dispositifs par Transition Pro, notre instance a été investie lors de la loi de 2018 d'un certain nombre de missions. Alors, c'est des missions qui tournent autour de l'analyse des besoins, du suivi du CEP, de la qualité des formations, c'est-à-dire qu'on est un peu en charge de vérifier la qualité des formations qui sont dispensées dans le cadre des projets de transition professionnelle. On a aussi à construire des partenariats, ce qu'on fait depuis le début de nos mandats. Et puis, on a aussi aujourd'hui, enfin, quand je dis aujourd'hui, depuis 2020, à Transition Pro, la gestion du dispositif CLEA et en particulier la délivrance des certificats CLEA. Voilà, Christian. Alors, le projet, maintenant, on va vous parler du projet de transition collective. Qu'est-ce que les transitions collectives? C'est un dispositif de reconversion professionnelle conçu pour répondre à la mutation du marché de l'emploi accélérée par la crise sanitaire et économique actuelle. L'objectif, je crois que c'est Bernard qui le prend. Alors, avant de passer à cette question-là, je pense qu'on peut peut-être préciser que pourquoi on parle de transition collective aujourd'hui. En fait, le besoin s'était un peu révélé au départ pendant la crise sanitaire, mais même s'il existait avant. En fait, il s'agit là, dans ce contexte-là, de répondre à des situations de mutation dans beaucoup d'entreprises. Alors, c'est pas forcément, ça peut être, mais c'est pas forcément des mutations ou des évolutions qui prévoient
de mettre en place des plans sociaux. Hein. Et ça peut être simplement des évolutions de l'entreprise qui sont liées ou pas d'ailleurs à la crise sanitaire. Des entreprises qui peuvent être confrontées à des difficultés, qui peuvent parfois se traduire par des suppressions de postes. Et pour nous, il s'agit d'essayer de voir comment on peut mettre en place donc ce dispositif de transition collective dans ces situations. L'objectif étant d'éviter les licenciements de salariés qui peuvent être concernés par ces différentes évolutions en organisant en amont leur reconversion. Alors, quand on parle de reconversion, il faut que cette dernière soit possible d'abord et offre les meilleures garanties possibles pour le salarié. Si un emploi est fragilisé, notamment pour les motifs que je viens d'indiquer, pour éviter le licenciement, il faut offrir aux salariés concernés une possibilité de reconversion la plus sécurisée possible. Cette reconversion, pour être réussie, elle doit d'abord être dirigée vers un métier porteur, ce qu'on appelle un métier porteur. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un métier porteur? C'est un métier pour lequel, dans la région donnée, on a un certain nombre d'offres d'emploi et donc on a toutes les chances de réussir une insertion professionnelle. Donc, c'est bien une reconversion qui doit se faire dans ce cadre-là. Elle doit pouvoir se faire aussi à la fois dans un même territoire parce que ça permettra aux salariés de ne pas se voir imposer une trop grande mobilité. C'est souvent une condition pour réussir ces reconversions. Mais c'est quoi un métier porteur? Ce sont les métiers en tension, des secteurs d'activité traditionnels qui peinent à recruter. Par exemple, surtout à l'heure actuelle, vous avez les boulangers, les aides-soignants, les infirmiers, les chauffeurs poids lourds, etc. Et puis il y a aussi les métiers émergents. Ils sont issus de domaines d'activité en plein essor, comme la transition écologique, le big data ou le numérique. Bernard, c'est à toi. Alors, l'initiative de la mise en place du dispositif, si on prend les choses depuis le début, en fait, revient aux entreprises. Et des entreprises qui peuvent en général arriver à repérer un peu à l'avance si des mutations économiques ou des réductions de personnel sont à prévoir. En général, une entreprise qui va connaître des évolutions, c'est évidemment une entreprise qui sait un petit peu ce qui se profile et qui peut donc anticiper un petit peu ces réductions éventuelles ou ces évolutions éventuelles un peu à l'avance. Alors, dans un premier temps, il s'agit donc pour les entreprises, d'une part, d'identifier les emplois qui peuvent être fragilisés de ce fait, à cause de ces évolutions. Et d'ailleurs, pour repérer ces emplois un peu fragilisés, les entreprises ont toute possibilité de se faire aider, par exemple, par l'OPCO, dont ils relèvent. Une démarche qui doit se faire dans le cadre d'un dialogue social, c'est important, parce qu'il va être nécessaire de mettre en place un accord, alors un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels, ce qu'on appelle la GEPP, dans les entreprises de plus de 300 salariés. J'y reviendrai. Une fois les emplois fragilisés bien identifiés, les transitions de salariés concernés s'organisent pour assurer leur reconversion, avec évidemment un maximum de chances de réussite, puisque l'objectif, c'est quand même au bout du compte de pouvoir permettre à ces salariés de se reconvertir et d'avoir toutes les chances de réussir cette reconversion. Il sera évidemment toujours préférable de permettre cette transition, comme je le disais tout à l'heure, vers un métier sur lequel il y a de la demande, plutôt que d'arriver à des licenciements. On a vu là un peu l'objectif central du dispositif. Il doit obligatoirement concerner des métiers qui sont eux-mêmes concernés par les évolutions dont on vient de parler. Les salariés concernés sont sur des emplois qui risquent de disparaître à cause de ces évolutions. Mais attention, ils ne doivent pas être engagés déjà dans un PSE, c'est-à-dire à partir du moment où des salariés peuvent être concernés par un dispositif PSE déjà lancé, le PSE étant le plan de sauvegarde de l'emploi, ils ne peuvent évidemment pas être concernés en même temps par une entrée dans le dispositif de transition collective. La transition de ces salariés entraîne bien sûr, c'est aussi le but, le suivi d'une formation. Il s'agit d'une formation qui obligatoirement est certifiante. Et c'est une formation qui est en lien avec les métiers porteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'évidemment,
si on veut rester dans cette logique de permettre une insertion au maximum sécurisée, cette formation doit être ciblée vers les métiers vers lesquels il y a de l'emploi. Donc ça, j'y reviens pas, je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, une précision quand même, cette action de formation peut être associée aujourd'hui à la certification CLEA. Alors, juste un mot sur CLEA pour aller rapidement, mais on pourra développer s'il y a des questions là-dessus et s'il y a des demandes. Le certificat CLEA, c'est en fait un dispositif de formation qui permet à des salariés de compléter un socle de compétences qui touche à 7 domaines de compétences, hein, donc c'est un socle assez complet, qui permet aux salariés, par ce dispositif de formation, de pouvoir garantir l'acquisition de ce socle de compétences, de ces 7 domaines, et du coup d'obtenir un certificat, c'est une certification, qui après ouvre la voie évidemment à d'autres certifications ou à d'autres évolutions. C'est aussi ça le but. Bien, maintenant, les transitions collectives pour l'entreprise. Il s'agit de repérer les métiers menacés ou devant évoluer et de mettre en place des transitions collectives dans le cadre d'accords type GPEC. Alors, GPEC, pour vous rappeler, c'est la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Ou GEPP. GEPP, pour vous rappeler aussi, c'est la gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc, c'est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés, lequel, normalement, permet de garantir une construction dans le cadre de dialogue social. Voilà, alors juste une précision qui peut être utile hein, quand on parle de négocier un accord GEPP dans les entreprises de plus de 300. Il faut aussi qu'on dise un mot de ce qu'il advient dans les entreprises de moins de 300. Et dans ce cas-là, la loi prévoit une décision unilatérale de l'employeur. Autrement dit, là, c'est l'employeur qui va décider des choses, mais après une information et consultation du CSE lorsqu'il existe. Autrement dit, en général, dans les entreprises de plus de 50, il y a un comité social et économique qui existe et cette instance doit être informée et consultée du projet. Mais en tout cas, c'est une décision au bout unilatérale de l'employeur. Mais même dans ces entreprises, je crois qu'il est bon de redire que dans tous les cas, construire ce type de dispositif dans le cadre d'un dialogue social reste utile. Et en particulier, quand on veut formaliser un peu la réalité des emplois fragilisés. Alors ensuite, quelles sont les conditions d'accès pour le salarié ? On a regardé un petit peu pour ce qu'il en était pour les entreprises, mais on y reviendra aussi tout à l'heure. Pour les salariés, des conditions d'accès, il y en a un certain nombre. Alors d'abord, il y a des conditions d'ancienneté. Il faut en général 24 mois d'ancienneté pour entrer dans le dispositif. C'est ce qui est prévu par les textes. Après, on a des conditions qui sont liées à la réalité des emplois menacés. Autrement dit, les emplois menacés dans ce cadre-là doivent figurer dans l'accord GEPP ou doivent figurer dans la liste qui est établie par l'employeur si on est dans la logique de décision unilatérale. Ensuite, on a une autre condition qui concerne les contrats de travail. Les contrats de travail qui sont concernés par la possibilité d'entrer dans le dispositif, c'est en général les CDI, les CDD, les intérimaires. Et je répète que pour les CDI, ne peuvent pas être concernés des salariés qui sont déjà concernés par un PSE. Une autre condition d'accès pour le salarié, c'est qu'il faut évidemment qu'il y ait un accord entre l'employeur et le salarié, et en particulier un accord de l'employeur pour éventuellement financer un reste à charge, ce qui peut toujours arriver, et puis ce qui est d'ailleurs prévu dans un certain nombre de cas. Mais j'y reviendrai aussi. Il y a ensuite une autre condition qui est l'accompagnement obligatoire par un opérateur CEP. Alors, cet accompagnement est obligatoire dans le cadre de Transco classique. Hein. On verra que dans Transco congé de mobilité, mais on y viendra tout à l'heure, ce sera différent. Mais en tout cas, pour ce dispositif Transco, l'accompagnement est obligatoire par un opérateur CEP. L'opérateur CEP, c'est le conseil en évolution professionnelle. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Une autre condition, c'est évidemment qu'il faut que le salarié ait une autorisation d'absence de l'employeur. Il faut évidemment, autre condition, qu'il y ait un suivi d'une action de formation, évidemment, puisque c'est le but. Hein. Le but de ce dispositif, c'est de permettre, par une action de formation, de passer d'un emploi à un autre. Donc, cette action de formation, elle a une durée maximum de 24 mois. Une formation qui doit être certifiante, obligatoirement, et une formation qui doit être de qualité,
Alors, qu'est-ce que ça veut dire certifiant? Ben, ça veut dire qu'en fait, ces formations doivent être inscrites au RNCP. Alors, le RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Tout le monde sait un peu de quoi il retourne. Et puis, ça peut être aussi des formations inscrites au répertoire spécifique, ce qu'on appelle le RS. C'est des formations qui peuvent être diffusées aussi par bloc de compétences, à condition toutefois que ces blocs de compétences débouchent bien sur une certification. Et enfin, c'est une formation qui peut aussi permettre de valider la VAE, c'est-à-dire la validation des acquis de l'expérience. Le projet, en aucun cas, ne peut être destiné, alors je crois que c'est important de le dire, ne peut être destiné à une adaptation du poste de travail. On est bien sur une logique de transition, de reconversion. On a besoin d'emmener un salarié d'un emploi à un autre, d'un métier à un autre, d'une entreprise à une autre, dans la plupart des cas. Et en aucun cas, ce dispositif ne peut permettre une évolution dans le poste de travail, une évolution dans l'entreprise. Pour ça, il y a le plan de développement des compétences qui doit permettre de répondre à cette question. Après, si le conseil aux entreprises peut être assuré par les OPCO, je l'ai dit tout à l'heure, et maintenant même éventuellement par l'ARACT, puisque c'est aussi prévu dans les textes, l'ARACT étant l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. L'information des salariés, par contre, est assurée par le CEP et par nous-mêmes, Transition Pro, qui pouvons également diffuser cette information. Il s'agit d'une information collective qui est donnée collectivement dans l'entreprise. Tous les salariés qui peuvent être concernés en même temps vont avoir cette information qui va leur permettre de mieux comprendre la démarche, de mieux comprendre le dispositif, ce qui leur permettra ensuite de prendre leurs décisions. Alors, rappelons un élément important, c'est que l'entrée dans le dispositif ne pourra concerner que les salariés volontaires. En aucun cas, cette démarche ne pourra leur être imposée, ce n'est pas du tout prévu, ça repose bien sur le volontariat et c'est quelque chose qui doit pouvoir être vérifiable. Alors, concernant le conseil en évolution professionnelle, je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviendrai, donc j'y reviens. Il s'agit donc d'un service qui est permanent, tout le monde peut aller consulter un conseiller en évolution professionnelle. C'est un service gratuit qui est accessible à tout moment, y compris d'ailleurs en dehors des dispositifs dont on parle, mais en tout cas dans le cadre du dispositif Transco, le service est obligatoire, donc il n'y a aucune difficulté pour y avoir accès. Mais vous pouvez aussi y avoir accès si vous avez un projet de formation, enfin si les salariés ont un projet de formation, une demande d'évolution, etc., etc. Juste une précision, dans notre région, comme dans les autres d'ailleurs, il y a 5 opérateurs CEP. Alors, il y en a 4 qui sont les mêmes sur le plan national partout, et il y en a un qui est spécifique à la région. Donc, pour ce qui est des 4 qui sont les mêmes dans toutes les régions de France, on a Pôle emploi, on a Cap emploi qui suit plutôt les personnes en situation de difficulté physique. On a les missions locales qui, eux, sont plutôt branchées sur le public jeune. On a l'APEC, alors l'APEC c'est évidemment plus spécifique pour les cadres, et on a donc le réseau EVA qui est porté dans notre région par le CIBC, qui est évidemment peut-être plus connu. Alors je rappelle simplement je viens de le dire, mais je le redis, pour ce dispositif, il y a une obligation d'être suivi par un opérateur CEP. Bien, maintenant, les métiers porteurs ou en tension ou d'avenir, la liste est établie par le préfet de région après consultation du CREFOP. Donc, je rappelle le sigle CREFOP, Comité régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Les associations Transition Pro doivent construire avec les salariés les conditions d'emploi, le cadre de la mise en œuvre des projets et le financement du parcours de reconversion. Alors, juste là aussi, on parle des métiers porteurs depuis un petit moment et ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Sachez qu'une liste de ces métiers porteurs existe aujourd'hui dans notre région. Elle a été élaborée par le CREFOP, le Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Elle doit faire normalement l'objet d'un arrêté du préfet, donc on est en attente de cet arrêté, mais cette liste est d'ores et déjà finalisée dans son contenu. Pour la suite, l'entreprise donc devra déposer son dossier à Transition Pro. Alors, ça fait partie des choses qui sont dans la démarche à faire par l'entreprise. Et puis ensuite, le salarié, avec l'aide du CEP et de Transition Pro,
va déposer les éléments de son dossier qui précisera son projet. Transition Pro va ensuite instruire le dossier, puisque c'est un peu le rôle qui est le nôtre dans ce dispositif. Et donc, il va nous appartenir de décider de son financement au regard justement des éléments du dossier. L'objectif étant toujours d'essayer d'assurer la réussite de la personne qui dépose ce dossier. On a vu tout à l'heure les conditions de cette prise en charge, donc j'y reviens pas. Si le projet est accepté, Transition Pro va assurer le financement du salaire, des frais pédagogiques, autrement dit des frais de formation, et des frais annexes, s'il y en a, éventuellement, sous un certain nombre de conditions. Après, il faut préciser aussi qu'il va rester une part de ce financement à charge des entreprises selon leur taille. Il n'y a pas du tout de charge de financement pour les entreprises de moins de 300 salariés. Par contre, il va rester 25% à charge pour les entreprises entre 300 et 1000 salariés et il va rester 60% à charge pour les plus de 1000 salariés. Et pendant le parcours de formation, le contrat du travail est suspendu, précisons-le, et le salarié qui va être stagiaire de la formation, dans ce cas-là, donc dans ce cadre, hein, et on a d'ailleurs la possibilité de faire une partie de la formation en situation de travail dans l'entreprise, par exemple, et pourquoi pas en situation de travail dans l'entreprise qui va reprendre le salarié ensuite. Et après la formation, il y a deux possibilités pour le salarié, ou bien il est intégré dans la nouvelle entreprise, ou à défaut, eh bien, il retourne dans son entreprise d'origine. Alors, pour ce qui est aujourd'hui de Transco de mobilité, parce qu'on vient de faire un peu le tour du Transco qui est la première version, que j'appelle moi le Transco classique, hein, qui est la première version. Quelques mots maintenant de présentation sur la deuxième partie de ce dispositif transition collective qui s'appelle congé de mobilité, qui a fait l'objet récemment d'un ajout par rapport aux transitions existantes. C'est un dispositif qui est complémentaire, en fait, hein, à celui qu'on vient de vous présenter. Un certain nombre d'éléments sont d'ailleurs les mêmes, hein, mais d'autres ont des modalités particulières et c'est un peu ça qu'on va essayer de voir ensemble maintenant. Ce qu'il faut retenir de ce dispositif transition collective congé de mobilité, d'abord, il est proposé aux salariés de développer leurs compétences, si c'est fait pour ça, hein, par un parcours de formation, là aussi d'une durée maximum de 24 mois. C'est aussi une formation certifiante, donc là, pas de changement par rapport au premier dispositif. C'est par contre, c'est par contre un parcours qui s'inscrit dans le cadre d'une RCC. Alors, ça veut dire rupture conventionnelle collective, ou d'ailleurs d'une GEPP, mais on en a parlé tout à l'heure. Et comme pour l'autre dispositif, le salaire est maintenu pendant la période de suspension, mais pour l'entreprise, la participation est différente. En fait, il s'agit là, dans le cadre de ce financement, des règles qui sont habituelles dans le cadre des congés de mobilité, le congé de mobilité existant depuis déjà pas mal de temps dans le Code du travail. Donc, on est un peu dans ces règles-là. Pour préciser les choses par rapport à ces prises en charge, on a un maintien du salaire pour le salarié à hauteur de 79,15% du brut, ce qui correspond à peu près au salaire net, hein, du salarié. Mais par contre, dans ce dispositif-là, on a 65% minimum qui reste à charge de l'entreprise. Alors, quand on dit 65% à charge de l'entreprise, ça veut dire qu'entre les deux, il y a une différence, hein, entre 65% et 79,15%. Et donc, cette différence est remboursée à l'entreprise par Transition Pro. Bien sûr, sur les fonds qui sont apportés par l'État dans le cadre du plan de relance. C'est des sommes qui sont exonérées de cotisations sociales, une précision qui est à apporter, sauf évidemment en ce qui concerne CSG et CRDS qui restent toujours dus dans ce cadre-là. Voilà, le dispositif est ouvert à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ayant conclu un accord GEPP ou GPEC. Ces accords doivent remplir les conditions suivantes. Premièrement, autoriser les salariés à se porter volontaires. Deuxièmement, prévoir un congé de mobilité. Troisièmement, énumérer les emplois fragilisés.
Comme pour Transco, une information collective est assurée par le CEP et Transition Pro. Par contre, le service CEP pour accompagner les salariés volontaires n'est pas obligatoire. Voilà, c'est vraiment une différence qu'il faut retenir par rapport à Transition collective première version. Le suivi n'est pas obligatoire, néanmoins, pour ce qui nous concerne, la Transition Pro, de façon un peu systématique, on conseille quand même aux salariés de l'utiliser, parce que s'il n'est pas obligatoire, par contre, il est tout à fait possible. Et dans tous les cas, on conseille aux salariés de l'utiliser, parce que c'est vrai que pouvoir construire les dossiers, pouvoir avancer de façon un peu concrète sur la préparation de ces dossiers, c'est pas toujours facile et il est toujours plus simple de se faire accompagner. Le service CEP reste tout à fait possible d'accès pour les salariés concernés. Alors, si on regarde maintenant pour le salarié, quelles sont les conditions pour qu'il puisse rentrer dans ce dispositif finalement, hein. Alors, il y en a là aussi un certain nombre, on a vu tout à l'heure les conditions pour les entreprises, mais il y en a un certain nombre pour les salariés. Donc, d'abord des conditions qui sont liées à l'emploi du salarié, hein, et on est clair qu'on est bien sur une logique de le salarié sur un emploi fragilisé. C'est-à-dire qu'il est repéré comme fragilisé et il est mentionné dans l'accord RCC ou GEPP, autrement dit, il ne suffit pas de dire c'est un emploi fragilisé. Dans le cadre de l'accord, quand il y en a un, ces emplois fragilisés sont listés. Il y a aussi des conditions qui sont liées au statut, hein, puisque dans ce dispositif-là, contrairement au précédent, seuls les bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée sont éligibles à Transco congé de mobilité. C'est un peu, là aussi, une différence par rapport au précédent. Ensuite, il doit y avoir la mise en place d'un accord entre l'employeur et le salarié, et je rappelle que le salarié doit être obligatoirement volontaire. L'accord doit aussi prévoir les modalités de formalisation du consentement, parce que quand on dit que le salarié doit être volontaire, il ne faut pas simplement que ce soit entre deux portes que l'accord du salarié est donné. En fait, il doit y avoir des modalités de formalisation du consentement, autrement dit, l'accord du salarié doit être formalisé dans un écrit et doit être formalisé dans l'accord, dans l'accord qui est passé entre l'employeur et le salarié. Ensuite, le choix du congé de mobilité, eh bien, il faut clairement que le salarié exprime qu'il est partant pour ce dispositif et qu'il s'inscrit bien dans ce dispositif. On a donc là un choix clairement exprimé par le salarié. Ensuite encore, le parcours de formation est choisi par le salarié avec l'objectif, parce que c'est bien ça l'objectif central, de se reconvertir vers un métier porteur. Et c'est là où je rappelle à nouveau que par rapport à toute cette recherche de plutôt cibler vers un métier porteur, il y a très utilement le CEP qui peut être mobilisé. Bien sûr, la formation visée est obligatoirement certifiante. Elle devra donc soit être inscrite au RNCP, je l'ai dit tout à l'heure, soit permettre l'acquisition de blocs de compétences d'une certification, soit être enregistrée au répertoire spécifique, soit encore être sanctionnée par une VAE. La formation a obligatoirement un objectif de reconversion professionnelle et en aucun cas, je le redis à nouveau parce que c'est important et il ne faut pas qu'il y ait là-dessus de dérive, une évolution dans l'entreprise. Alors, je ne reviens pas sur Cléa, je vous en ai dit 2 mots tout à l'heure, mais c'est vrai que je peux au moins ajouter quelque chose par rapport à ce Cléa qui délivre une certification qui permet de vérifier qu'on a bien maîtrisé les domaines de compétences. Quand on passe Cléa, on a en amont une évaluation préalable qui permet de repérer où en est le salarié, de quoi éventuellement il a besoin en termes de complétude de ce socle de compétences. Et donc, cette évaluation préalable, elle se fait avant le dépôt du dossier. Autrement dit, il faut déjà savoir avant le dépôt du dossier ce qu'il en est. Et puis, il doit y avoir pour cette évaluation préalable une autorisation d'absence délivrée par l'employeur. Je précise aussi que c'est une évaluation préalable qui est financée par Transition Pro.
Ensuite, une autre particularité de ce dispositif qui s'ajoute donc au premier qu'on a vu, ça concerne la sortie du congé de mobilité. Si dans le dispositif précédent, le salarié peut, si besoin, retourner dans son entreprise d'origine, par contre, pour ce qui est du congé de mobilité, ça n'est pas le cas. À la fin du dispositif, il ne peut pas y avoir là retour à l'entreprise puisqu'on est dans une logique où on est sur une rupture conventionnelle collective. Donc, dans le cas présent, l'objectif est bien pour le salarié de trouver un emploi en lien avec son parcours de formation. Et à la fin du congé, le contrat de travail se trouve rompu. Et les textes disent que ce contrat de travail est rompu d'un commun accord. La suite, ensuite, ça se fait avec Pôle emploi, si la réinsertion n'intervient pas dès la fin du congé de mobilité. Et en fonction des nouvelles compétences acquises, Pôle emploi, évidemment, pourra proposer aux salariés des offres d'emploi correspondantes à ce qu'il a acquis comme compétences, avec toujours, là aussi, la possibilité d'un accompagnement par le CEP. Juste des précisions sur le rôle et les prises en charge de l'instance Transition Pro, puisque évidemment, il y a à un moment donné l'intervention de Transition Pro. D'abord, comme pour le précédent dispositif, Transition Pro instruit le dossier, et en particulier d'ailleurs par une vérification de la pertinence de ces dossiers, et bien sûr par aussi une vérification des perspectives d'emploi à l'issue de la formation. La prise en charge financière du dossier par Transition Pro, cette prise en charge se fait dans le cadre du congé de mobilité. Alors, on l'a rappelé tout à l'heure, je ne le redis pas, sur les 79,15 pour ce qui est de la rémunération, 65% pour l'entreprise et la différence financée par Transition Pro. Et pour ce qui est des frais pédagogiques, quelques précisions. Transition Pro assure le financement des frais pédagogiques dans les mêmes conditions que le premier dispositif transition collective présenté tout à l'heure. Le financement de l'organisme de formation et le financement des frais annexes. Alors, quand on parle de frais annexes, il s'agit en général ou de frais de transport, ou de frais de repas, ou d'hébergement, ou les trois en même temps. C'est dans ce cadre-là qu'on a les frais annexes. Mais il faut que ces frais annexes, pour le salarié, d'abord, il faut qu'il en fasse la demande, parce que ça ne se fait pas de façon automatique comme ça. Il faut qu'il en fasse la demande avec son dossier de demande de prise en charge. Transition Pro ensuite décidera de la prise en charge si ces frais annexes ne sont pas déjà pris en charge par ailleurs. Et ces prises en charge des frais annexes se font évidemment sous un certain nombre de conditions que je ne vais pas lister ici. Sachez simplement que on est prêt à Transition Pro à répondre là-dessus à toutes les questions que vous pouvez avoir et toute précision qui vous semblerait utile. Alors, juste une dernière question par rapport à ce dispositif Transition Pro congé de mobilité. Il n'y a pas de possibilité d'utilisation du CPF pour ce dispositif. Alors, quand on parle des prises en charge des frais financés, des frais pédagogiques par Transition Pro, vous voyez dans le tableau, on a 40% pour les entreprises de plus de 1000, 75% pour les entreprises de 300 à 1000 et 100% pour les entreprises de moins de 300. On est sur la même logique que je vous ai dit précédemment. Alors, si on récapitule un peu, on voit bien à travers ce slide-là quelles sont un peu les grandes lignes de ce projet de transition collective globalement, et globalement les transitions collectives. Évidemment, on est dans une logique où l'objectif, c'est bien d'éviter un licenciement économique. On est bien sur un objectif de construire un vrai projet de vie. Autrement dit, on est bien sur un projet qui consiste à rebondir, en fait. Rebondir, essayer de passer d'une situation à une autre, d'essayer de se reclasser ou de se reconvertir, quelle que soit la raison pour laquelle ce besoin intervient. En tout cas, on est là-dessus.
Évidemment, ça permet, puisqu'on est dans une logique de parcours de formation, ça permet évidemment de développer des compétences qui, de toute façon, serviront. Et serviront non seulement pour une réinsertion à un moment donné, mais pour maintenir un bon niveau d'employabilité, pour pouvoir se prévaloir de cette employabilité auprès de son employeur, pour pouvoir aussi évoluer dans son entreprise quand on a été réinséré. Ces compétences vont être utiles, donc c'est extrêmement utile de les avoir. Ensuite, la formation, évidemment, elle est prise en charge puisque, comme dans les conditions que je vous ai dites, le salaire est maintenu pour le salarié, donc en quelque sorte, on est sur une logique de parcours et dans ce cadre-là qui est quand même relativement sécurisé, et donc c'est intéressant. Et ensuite, évidemment, les salariés sont acteurs de leur parcours dans le sens où ils vont choisir, mais bien sûr dans les conditions qu'on a déterminées, leur projet et la façon dont ils souhaitent l'orienter, étant entendu, je le rappelle au passage, que l'orientation de ce projet doit nécessairement se faire sur les métiers qui aujourd'hui dans la région offrent des perspectives d'emploi. C'est en ce cadre-là qu'on a pu dire au milieu de ce slide qu'il s'agit bien de reprendre son avenir professionnel en main. Alors maintenant, nous allons voir comment en bénéficier. Les étapes clés pour vous lancer, c'est premièrement vérifier que votre emploi fait bien partie de la liste des métiers fragilisés identifiés par votre entreprise et que vous réunissez tous les critères d'éligibilité, c'est-à-dire la nature du contrat de travail et l'ancienneté dans l'entreprise. Alors ensuite, prenez contact avec le conseiller en évolution professionnelle, donc le CEP, pour être informé des métiers porteurs qui recrutent près de chez vous, pour être accompagné dans la définition de votre propre projet de reconversion. Troisièmement, formalisez votre demande de financement de reconversion professionnelle auprès de l'association Transition Pro de votre région. Quatrièmement, votre projet est examiné par l'association Transition Pro. Si l'avis est favorable, votre formation peut débuter. Cinquièmement, après la décision de Transition Pro, le CEP vous accompagne tout au long de votre parcours de formation et jusqu'à l'aboutissement de votre projet. Alors, pour ceux qui n'auraient encore pas la définition du CEP, c'est quoi le CEP? Le conseiller en évolution professionnelle accompagne gratuitement et de façon personnalisée toute personne souhaitant faire évoluer sa situation professionnelle. Il aide à définir un projet d'évolution professionnelle, que ce soit reconversion, reprise ou création d'activité, et à le mettre en œuvre. Voilà, juste peut-être un dernier mot pour conclure cette présentation qui peut être un peu un mot de récapitulation. Juste rappel aussi, transition collective, c'est d'abord un dispositif qui s'adresse donc à des salariés dont l'emploi est menacé. Je récapitule les points essentiels, et qui se positionne vers un autre métier porteur dans le même territoire. Alors, cet aspect du même territoire peut avoir aussi son importance, puisque pour des salariés, pouvoir se dire qu'ils sont pas obligés de se déraciner dans le cadre de ce dispositif a évidemment son importance. Évidemment, pour en bénéficier, il faut l'implication des entreprises, parce que ça commence par là. Ce sont des dispositifs dans lesquels, évidemment, les entreprises ont l'initiative et donc il faut que les entreprises s'impliquent. Donc, à partir du moment où elles peuvent être concernées, elles peuvent connaître ce type de situation. Et ces entreprises-là, dès l'instant où elles repèrent le besoin d'avoir accès à ces dispositifs, doivent se faire connaître. Alors, soit à l'Europco, soit auprès de l'ADRET ou des dettes dans les départements, soit auprès de Transition Pro. De toute façon, ces organismes sauront les aiguiller pour pouvoir entrer dans le dispositif. Voilà, en conclusion, et en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette présentation. J'espère qu'on a été suffisamment clair pour l'appréhension de ce dispositif, mais qu'on ait en fait deux. Voilà, et puis évidemment, on est prêt à répondre à vos questions. S'il y en a, Francis, je te passe la main.
Merci. Ben, il n'y a pas de questions pour l'instant, donc vous avez dû être assez clair, puisque il n'y a pas de questions. Ce que je propose éventuellement, étant donné que les gens n'ont pas vu la vidéo tout à l'heure, je propose de la repasser maintenant. Ça permettra effectivement de réfléchir pendant 2 minutes, éventuellement à des questions. N'hésitez pas à utiliser le chat. Et puis surtout, les documents sont en téléchargement à partir de maintenant, donc vous pouvez retrouver des flyers et la présentation de ce soir. Je lance la vidéo à nouveau. J'espère que vous allez pouvoir la voir cette fois-ci. Et puis, on se retrouve dans 2 minutes. Voilà, a priori ça a marché cette fois-ci, donc c'est très bien. Par contre, nous n'avons toujours pas de questions. Donc s'il n'y a pas de questions, eh bien on va clore ce webinaire, effectivement. À l'affiche, les 3 prochains webinaires qui nous restent à présenter sur cette quinzaine de la transition professionnelle, en particulier demain, Trace tes acquis. Trace tes acquis, qui est le passeport de compétences. Bernard pourra peut-être en dire un peu plus que moi sur ce produit qui est un pur produit Bourgogne-Franche-Comté sur Trace tes acquis. Jeudi, vous retrouverez Transition Pro et ses missions à destination des entreprises, et vendredi, le dispositif démissionnaire à destination des salariés. Je passe la parole à Christian et ensuite à Bernard pour le mot de la fin. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été présent. Dommage que le nombre ne soit pas plus nombreux. Je pense qu'on a été clair dans cette affaire et que vous pouvez nous demander quand vous voulez tous les renseignements que vous souhaiteriez obtenir. Eh bien, écoutez, bonne soirée et à très bientôt sur les webinaires suivants. Oui, alors à mon tour, merci d'avoir suivi ce webinaire, évidemment dans les conditions qui sont les nôtres. Après, juste un mot sur Trace tes acquis qui vient d'être effleuré par Francis. On est là devant quelque chose qui est important et encore mal perçu dans notre région. Trace tes acquis, c'est un passeport, hein, c'est un passeport de compétences. Alors, il n'est pas venu comme ça tomber du ciel. Il a été à l'origine, il a fait l'objet d'expérimentations. Avant la fusion des 2 régions, Franche-Comté et Bourgogne, il y a eu une expérimentation menée en Franche-Comté avec un passeport papier, hein, comme un passeport classique, et puis une expérimentation menée en Bourgogne sur un passeport déjà dématérialisé. Au moment de la fusion, on a décidé de repartir sur un passeport qui pouvait en quelque sorte rassembler
le contenu de l'un et de l'autre. Et aujourd'hui, depuis maintenant un certain nombre de mois, on travaille à la mise en place de ce passeport compétences qui permet aux salariés d'emmagasiner tous ces acquis, autrement dit les postes tenus, les responsabilités qu'il a eues tout au long de sa carrière professionnelle. C'est à la fois les diplômes, les certifications délivrées, etc., etc. Tout ça peut s'emmagasiner dans ce passeport et il a un certain nombre d'avantages parce qu'il peut faire le lien à la fois avec les offres d'emploi dans la région et notamment au niveau de Pôle emploi aujourd'hui, puisque ce lien a été mis en place. Il peut faire le lien avec Cléa, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis surtout, il peut permettre aux salariés, quand le passeport est rempli, de sortir d'un clic un CV. Autrement dit, et un CV qui reprend l'essentiel de ce qu'il y a dans le passeport. Donc, c'est important. Et si vous avez envie de mieux le connaître, n'hésitez pas à venir participer à ce webinaire demain à 12h30 et vous saurez tout sur ce passeport. En tout cas, merci à vous et puis bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Merci pour votre participation. À très bientôt sur nos webinaires ou en direct avec nous sur notre site internet ou au téléphone. Bonne soirée à vous.